On a vu un certain nombre d'éléments théoriques que je pense être très importants dans une startup. Ils le sont plus ou moins tôt. Au moins les connaître et savoir et y réfléchir, c'est pas une mauvaise chose quand vous commencerez. Mais il y a un élément sur lequel vous n'avez vraiment pas le choix, qui est essentiel et qui est fondamental pour comprendre ce qu'est une jeune entreprise, c'est la croissance. Il y a un article de Paul Graham qui est vachement bien, qui explique tout infiniment mieux que je le ferai jamais. Mais il a un inconvénient, c'est qu'il, comme tous les articles de Paul Graham, il est très chiant à lire. Et il est très 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 long. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une synthèse, et surtout de faire une synthèse en le ramenant à notre contexte français, qui est finalement ce qu'on fait de mieux à The Family, c'est de vous expliquer ce qui est pareil et ce qui n'est pas pareil. En tout cas, il y a une idée fondamentale qui est la même et qu'on partage, c'est qu'il n'y a rien de plus essentiel que la croissance dans une startup. Rien. Vous n'imaginez pas à quel point la croissance, ça permet de tout solver, de tout résoudre. Vous avez des problèmes de compta, si vous avez de la croissance, c'est plus des problèmes. C'est juste une facture à payer. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, c'est pas un problème. C'est juste une situation à régler. Tout ce qui est quelque chose qui peut être une menace de mort dans une startup, lorsque vous avez de la croissance, devient simplement un détail. Et plus cette croissance est extraordinaire, et plus vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes Facebook, vous avez une croissance extraordinaire, vous levez 500 000 $, vous prenez 10 000 $ pour aller en week-end à Vegas. En fait, à Vegas, vous jouez trop. Donc, en fait, au lieu de dépenser 10 000 $ pour fêter ça, vous en dépensez 50 000. Vous revenez dans le bus, tout le monde est ivre-mort, et il y a un type qui vomit dans le système de climatisation du bus. Le chèque de caution est encaissé, et en plus, le bus vous attaque en justice pour faire réparer la clim, et ça coûte 30 000 $. Et sur les 500 000 $ que vous venez de lever, vous venez de balancer 100 000 $ par la fenêtre en conneries. Alors, il y a deux situations dans ce genre de cas. Il y a la situation 1. Vous êtes une startup sans croissance, qui se cherche. Bah, je peux vous le dire, vous êtes viré. Il n'y a rien à faire. Vous êtes Facebook, vous avez une croissance never heard of. Et ben non seulement l'investisseur qui vous a donné le chèque, bon, il vous fait quand même une remontrance, mais il vous redonne 100 000 $ de plus en disant, bon, ça allait, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai été jeune. Et vous avez le droit de recommencer. Et ça, c'est vrai dans toutes les sociétés de croissance, parce que la croissance, ça crée du chaos. La croissance, ça crée du stress. La croissance, ça fait qu'on ne maîtrise plus rien et on gère plus rien. Ce qui fait que beaucoup de choses qui sont inadmissibles ailleurs deviennent d'un seul coup admissibles. Alors évidemment, tout ça n'est pas un encouragement pour aller en week-end à Vegas, surtout si vous ne m'invitez pas. Mais si vous y allez et que vous avez beaucoup de croissance, c'est le genre de choses qu'on peut se permettre. D'ailleurs, il y a un film, il y a une scène dans un film qui me fait mourir de rire parce qu'elle résume vachement bien cette situation. Qui a vu Radio Star? Bah, alors les autres, franchement, regardez-le, parce que je crois que j'ai dû le voir 5 fois, il me fait tellement rire. Mais dedans, à un moment, il y a un comique qui fait un texte et il dit quand on est le numéro 1, on peut tout se permettre. Quand on passe le numéro 2, on ne peut plus rien se permettre. Et bah, vous verrez cette scène, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est exactement ça. C'est quoi la différence entre start-up et le reste des entreprises? C'est que les start-up sont designées pour croître le plus vite possible. Vous savez, que vous soyez un magicien de la multitude ou un titan de l'effort, dans les deux cas, si vous voulez avoir le droit de porter le titre start-up, vous devez avoir une obsession pour la croissance. Si vous ouvrez un restaurant et que vous voulez avoir le titre start-up, vous devez avoir comme intention d'ouvrir des centaines de restaurants à travers le monde. Ça doit être quelque chose qui est vraiment intentionnel chez vous et qui est clairement communiqué aux gens avec qui vous travaillez, etc. D'ailleurs, c'est la question de la culture qu'on a vue la semaine dernière. En fait, l'élément numéro 1 et commun à toutes les startups en termes de culture, c'est cette obsession de la croissance. Si vous n'avez pas d'obsession de la croissance, vous n'avez pas de startup. C'est simple. C'est pas très compliqué en fait. Après, encore une fois, vous pouvez très 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 bien ne pas avoir envie de faire de startup. Maintenant, entre nous, tout dépend du
du genre de lifetime balance que vous voulez dans votre vie, mais faire une startup reste quand même de nos jours le choix le plus rationnel. Parce que vu la situation économique mondiale, faire des business classiques en ce moment, c'est quand même très 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 dur. Il y a Thomas Piketty, tiens, petite digression qui est fascinante. Thomas Piketty, alors je ne sais pas si vous connaissez Thomas Piketty, mais c'est un jeune économiste français qui est en train de devenir une star mondiale, qui est en train de devenir nobelisable à cause de son dernier livre sur la croissance mondiale. Et le dernier livre essaie de démontrer l'équation G inférieur à R. G, c'est croissance, R, c'est la rente, c'est le capital. Et il dit, pour la première fois de l'histoire, en fait, pendant très longtemps en économie, on a pensé qu'il y avait une relation G égale R. Que plus il y a de croissance, plus il y a de gens riches dans le monde. Ok. Aujourd'hui, depuis 15 ans, on assiste à un phénomène assez étrange, c'est que depuis 15 ans, depuis la chute du mur de Berlin à peu près, la croissance s'écroule dans le monde, à part des vagues genre 98-2000, et en plus même depuis les années 80, en fait, la croissance s'écroule structurellement, même s'il y a des phases de croissance et de non-croissance. Mais structurellement, si vous regardez la courbe de la croissance économique dans l'Occident, bah, elle est en décroissance. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez G qui est inférieur à R. Ça veut dire que malgré le fait que la croissance ralentit, il y a de plus en plus de gens riches. Et donc ça veut dire que le capital a un rendement supérieur au travail. Ce qui en fait implique, d'après Thomas Piketty, une grande création d'inégalités, etc. C'est sans doute vrai. Mais en fait, l'élément assez amusant que Thomas Piketty ne perçoit pas dans ses données, et d'ailleurs, il y a un prof de Stanford qui lui a répondu là-dessus, c'est de dire, mais en fait, cette situation, elle est due à un phénomène nouveau qui s'appelle l'entrepreneuriat. C'est que les startups, par définition, comme elles sont bâties pour croître, elles peuvent croître dans des environnements à croissance décroissante. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un environnement comme le nôtre où il y a une crise économique, si vous faites un business classique, vous avez besoin que le pays vous pousse. Et donc, vous avez besoin que la croissance ambiante et la croissance générale vous poussent. Si vous faites une startup, ah là là, les retardataires, si vous faites une... J'ai toujours rêvé de dire ça quand j'étais prof, parce que moi j'arrivais tout le temps en retard et je me faisais engueuler, mais j'ose pas vraiment le faire en fait. Si vous faites une startup, quelle que soit la croissance ambiante, ça n'a aucun intérêt, puisque ce que vous essayez de pousser, ce n'est pas la croissance ambiante, c'est votre croissance à vous. Si vous avez un restaurant et que ce restaurant performe moyennement parce que les gens vont moyennement au restaurant, c'est une chose. Mais si vous passez de 1 à 1000 restaurants, même s'ils performent moyennement à cause du contexte, vous, individuellement, vous allez performer incroyablement bien parce que vous êtes passé de 1 à 1000 restaurants. Vous voyez ce que j'essaie d'expliquer? Alors que si vous n'en ouvrez qu'un, bah, la banque va vous dire, écoutez, on ne peut pas vous soutenir parce que ça ne va pas, on voit bien que nos benchmarks historiques par rapport aux performances habituelles dans les restaurants, vous êtes en dessous. Or, une banque est capable de vous refuser un crédit parce que vous faites 20% de bénéfices au lieu de 40%. Parce qu'elle a constaté que normalement, les restaurants dans ce quartier faisaient 40%. Après, elle ne se dit pas que peut-être que ces stats sont fausses, peut-être que la condition économique a changé. Mais si même elle a conscience que la condition économique a changé, elle se dit, bon, bah, ça vaut pas le coup, vaut mieux attendre la reprise. Tandis que soutenir quelqu'un qui passe de 1 à 10 restaurants qui font 20% de performance, quelle que soit la performance individuelle, les teams se disent, peu importe. Qu'est-ce qu'on en a à faire? En fait, ce que je veux dire, c'est que justement, en fait, ces jugements moraux sont à côté de la plaque parce que si tout le monde faisait des startups qui faisaient de la croissance, tu aurais des consolidations économiques énormes. Est-ce que tu crois que Google a fini de croître? Mais Google n'a pas fini de croître pour la simple raison, c'est qu'il y a encore 4,5 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas Google. Rends-toi compte de l'échelle à laquelle on parle. Par définition, une société qui ne croît plus, c'est une société qui meurt. Ça, c'est simple. Donc ça veut dire que forcément, les arbres ne touchent pas le ciel, et donc il y a un moment où il y a des problèmes économiques, et ça veut dire qu'il y a un moment, il faut que les sociétés meurent. Aucune société est éternelle. Prenons un chiffre. On va rentrer dans ce débat, comme ça on va faire 2 minutes de philosophie. À votre avis, combien de sociétés qui existent dans les années 60 et gagnent plus d'1 milliard d'euros par an existent encore aujourd'hui en proportion dans le monde? 7. Pour une raison très simple, c'est que perdurer une société à l'infini, il n'y a qu'en France qu'on sait faire ça. Pourquoi? Parce qu'on les sauve avec des aides étatiques. Mais dans les autres économies, elles meurent et elles sont remplacées par d'autres choses. Tout a un début et une fin. Maintenant, la question, c'est que si tu es dans un marché où la performance économique individuelle est en dessous des ratios parce qu'il y a une crise, la seule façon de t'en sortir, c'est d'aller chercher de la croissance dans les marchés où il y a moins de crise.
et donc de croître. Et ça, vraiment, c'est pas un. Et c'est ce qui crée de la valeur, et c'est ce qui crée que marginalement, ces groupes-là gagnent plus d'argent. Regarde, prenons un exemple tout bête. Un fast-food, ça fait quoi? Ça fait du 10% de marge. Un McDonald's, ça fait du 40%. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint des tailles d'échelle telles qu'ils arrivent à créer énormément de valeur. McDonald's a rendu plus de franchisés riches en France que n'importe quel autre concept n'a réussi à le faire. Et la fraction de valeur qui est captée par les fondateurs de McDonald's est en fait toute petite par rapport à la fraction de valeur qui a été créée dans le monde pour les franchisés, puisqu'ils ne captent que 2,5% du revenu. Réfléchissez-y. Si un groupe qui fait plusieurs dizaines de milliards par an le fait parce qu'il capte 2,5% du revenu, faites fois 50 et vous aurez le revenu mondial créé tous les ans par McDonald's. Donc forcément, la croissance, c'est quelque chose, c'est un point. Et alors, effectivement, il y a plein de théories de la décroissance, machin. Forcément, dans les startups, c'est l'inverse, quoi, parce que la décroissance dans une startup, c'est la mort. Alors, c'est une des raisons, et alors c'était mon slide d'après, c'était une des raisons qui explique pourquoi la plupart des startups meurent. Les startups meurent pour deux raisons. La première, c'est qu'elles ne trouvent jamais de croissance. Je pense que c'est la majorité des startups que vous ne connaissez pas qui meurent de cette façon, parce que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est la majorité de nos startups à nous. Et l'autre majorité de startups qui échouent, c'est les startups qui meurent à cause de leur croissance. Parce qu'il y a des points où en fait la croissance devient ingérable, et il y a des cas très célèbres. Le dernier en date étant Groupon. Groupon qui est en train de mourir sous sa croissance, parce que Groupon n'a pas réussi à gérer sa croissance. Et le fait de mourir sous sa croissance, je pense que c'est l'une des morts les plus, atroces, parce que vous aviez un succès, et vous l'aviez dans les mains et vous allez laisser échapper. C'est un peu comme si vous étiez au casino et que vous gagnez 10 millions et vous dites bon allez, je les rejoue une dernière fois et bam, vous tombez à zéro. Tapis et vous tombez à zéro. C'est exactement la même situation d'avoir de la croissance et de ne pas réussir à la gérer. Mais la croissance et la gestion de la croissance, c'est l'obsession. Et vous n'imaginez pas, il y a des seuils qui sont durs. Faire un événement par mois de grande qualité, c'est facile. Faire un événement tous les jours de grande qualité, c'est à vous tuer. Par exemple, vous avez Groupon, c'est un cas assez dingue. Leur chiffre d'affaires croît tous les mois et continue de croître. Et leurs revenus continuent de décroître tous les mois. C'est-à-dire plus ils gagnent d'argent, plus ils en perdent. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'équation, en fait. Tu vois, en fait, c'est un panier percé, quoi. Plus tu mets d'eau et plus il y a de trous qui se créent dans le panier, et tu sais pas ce qui se passe, en fait. On pourrait regarder les comptes de Groupon en détail, mais par exemple, Groupon a perdu 1,5 milliard en Chine parce qu'ils ont raté le lancement de la Chine. Ils ont racheté trop cher leurs concurrents par rapport à la valeur réelle de leurs concurrents. Résultat, ils ont dû déprécier la valeur de leurs concurrents. Ils ont fait des erreurs de recrutement hallucinantes. Par exemple, Groupon a viré plusieurs fois tous les country managers de zones entières. Tu sais combien ça coûte de virer tous les country managers d'une zone? Enfin, si tu veux pas finir au prud'homme, etc., il faut payer très très cher. Donc en fait, le problème, c'est pas le business. En fait, le business Groupon gagne beaucoup d'argent. Il est très rentable. Le problème, c'est la gestion de ce business-là et la gestion de ses croissances. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui continuent à mettre de l'argent dans Groupon en disant le jour où on va avoir payé toutes ces dettes, toutes ces conneries et qu'on aura épongé cette putain de situation, ça vaudra vachement le coup. Mais c'est très très dur. Et alors, il y en a d'autres, hein. Il y a des boîtes qui ont géré leur croissance avec une facilité incroyable. Je sais pas, Google, par exemple. Google est vraiment le cas de gestion de croissance exponentielle, super réussi. Et c'est sans doute parce qu'ils ont été chercher Eric Schmidt, qui l'avait déjà fait. Donc, il avait déjà, lui, ailleurs, fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. Et il avait déjà, ailleurs, fait plein de conneries. Et donc, chez Google, il était super au point, quoi. Quand les mecs disaient, ouais, on va faire ça, ils disaient, ah non, 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 on va pas faire ça, je vous assure. On va faire comme ça. Donc, tu as les deux extrêmes. Après, je sais pas, des sociétés qui ont eu des croissances difficiles, qui ont failli les tuer, mais qui ont survécu. Facebook. Ouais. Facebook a très, très mal géré sa croissance initiale. Très très mal. Ils ont failli. Je vais donner un exemple tout bête. L'architecture logicielle de Facebook avant Hip-Hop. Alors Hip-Hop, c'est leur nouveau langage enfin, c'est un truc qui convertit le PHP en C++ pour que ça aille plus vite. Leur coût de serveur était 92% plus élevé qu'après Hip-Hop.
Et ça a failli les tuer. Parce qu'en fait, leur revenu par utilisateur était croissant, mais leur revenu par utilisateur était croissant moins rapidement que leurs dépenses par utilisateur. Ce qui fait que tous les mois, le gouffre entre les deux, ça faisait ça, tu vois. Et à un moment, ils ont lancé Hip-Hop et bam, la courbe s'est inversée et ils ont vachement bien géré. Mais ça a été vachement courageux de leur part de faire une migration d'architecture pareille. Et je ne sais pas si tu imagines, mais tu es une boîte, à cette époque, Facebook est une boîte de 3000 personnes ou 4000 personnes, je ne sais plus combien ils sont actuellement. Mais, et en fait, tu as toute la vie de ta boîte qui tient dans les mains de 5 ingénieurs qui sont en charge de ce projet. Et ces 5 ingénieurs, ils peuvent soit te sauver la vie, soit te mettre dans un gouffre, où même si tout le monde dans l'entreprise fait bien son travail, et même si personne ne fait d'erreur, il suffit que ces 5-là foirent pour que tout sombre. Et pendant très longtemps, Google a eu ce problème. Pendant très longtemps, il y avait un secret chez Google, c'est que le revenu par utilisateur était asymptotique et le coût par utilisateur était exponentiel. Et tout le monde se demandait quand est-ce que les deux courbes allaient se croiser. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas cru en Google pendant longtemps. Et ils ont fait des avancées technologiques énormes, comme Bigtable ou ce genre de choses, qui ont complètement renversé la face, et qui fait que maintenant, le coût par utilisateur est asymptotique. Asymptotique, c'est une asymptote. Et, hop. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des problèmes structurels à gérer des tailles de milliards d'utilisateurs que personne n'arrivait à résoudre et personne n'arrivait à appréhender avant que ce soit fait. Mais la croissance pose des problèmes énormes à tous les niveaux. Il y a des problèmes techno, il y a des problèmes de recrutement. Ça dépend dans quel business tu es. Si tu prends un business comme Facebook, ah tiens, une autre. Ah, alors là, c'est un super exemple que vous connaissez tous. Quelle boîte a failli mourir sous une croissance mal gérée? Starbucks. Starbucks, c'est l'histoire d'un type qui crée une boîte, qui a une croissance extraordinaire, qui la vend, qui vend la boîte, qui part en vacances, et 3 ans après, quand il revient, elle est au bord de la faillite. Il rachète la boîte pour un tiers du prix qu'il l'a vendue, il la reprend et il la restructure, et aujourd'hui, Starbucks, est-ce que vous connaissez, il l'a introduit en bourse et il a dit qu'il ne la lâcherait plus jamais. Mais si tu prends le cas de Starbucks, le problème de croissance a été 3 choses. Ça a été des mauvais achats real estate, mauvais format de quoi, qu'est-ce qu'on achète. Il faut savoir que les business de restauration, en fait, sont des business immobiliers. Vous croyez tous qu'en fait, dans la restauration, ce qui est important, c'est ce qu'on sert à manger aux gens. Mais en fait, 80% du coût dans la restauration, c'est l'emplacement, où il est, comment il est. Parce que les gens rentrent dans un Starbucks parce qu'ils passent devant, hein. Ils ne rentrent pas dans un Starbucks parce qu'ils ont vu une campagne. Si vous imaginez qu'il y a un Starbucks je sais pas, à Porte de Chantilly, et vous vous dites ah, j'ai vu cette pub à la télé, ça a l'air génial, Starbucks, on va prendre le métro pour y aller. Non, ça n'arrive pas. Enfin, et donc, en fait, ces business-là sont des business immobiliers, ça pose problème. En fait, Starbucks et McDonald's, leur grand secret, c'est qu'en fait, ils achètent les emplacements dans une ville. Ensuite, ils les louent aux franchisés et ça leur permet de rembourser la dette qu'ils ont prise. Et donc, le franchisé n'est pas propriétaire des murs, mais McDonald's Real Estate l'est. Et en fait, c'est des structurations financières immobilières. C'est-à-dire que derrière McDonald's, derrière le marketing ou derrière Starbucks, en fait, c'est des opérations immobilières extraordinaires. Et donc, Starbucks a failli mourir sous une mauvaise croissance immobilière. Il y en a d'autres, hein. Alors, Starbucks, oui, 3 problèmes. L'immobilier, le recrutement. Je ne sais pas si vous je sais pas si vous êtes client régulier Starbucks, mais en 2 ans, la qualité des serveurs, elle a changé du tout pour tout. Il y a 2 ans, quand vous rentriez dans un Starbucks à Paris, c'était le bordel. Les gens n'étaient pas bien à leur place. Ils étaient très très mal formés parce que c'était des franchisés très indépendants. Ça a été complètement repris en main. Maintenant, toutes les personnes reçoivent une formation obligatoire, etc. C'est beaucoup plus fluide. Il n'y a qu'à voir le nombre de cafés servis par jour. Vous pouvez regarder ça dans le rapport annuel Starbucks, c'est assez marrant. Le nombre de cafés servis par jour par Starbucks est en explosion. C'est-à-dire que tu as de la croissance à l'intérieur du lieu. C'est incroyable dans le retail, comme tu peux avoir des problèmes du genre, les gens rentrent, il y a d'autres trucs, ils ressortent. Et donc tu perds de la croissance alors que cette croissance, elle aurait dû avoir lieu. Et le troisième problème de Starbucks, c'est un problème de leadership. C'est que l'équipe qui a pris après le rachat était complètement paumée, quoi. Enfin, ils n'aimaient pas le café, ils préféraient boire du thé, de toute évidence. Enfin, ils ont acheté des très mauvais cafés, ils ont eu des très mauvaises pratiques. Ils avaient même réussi à détruire l'image, parce que vous savez, Starbucks a toute une image autour du commerce équitable, café acheté à bon prix, etc.
Les mecs, ils avaient quand même réussi à casser ça, qui était quand même un fondement en disant mais je comprends pas pourquoi on achète. Il y a un contrôleur de gestion qui avait dit je comprends pas pourquoi on achète le café si cher. Moi j'ai trouvé un producteur là, il nous fait un tiers du prix. Bon, raté. Et ça, typiquement, c'est des mauvaises gestions de croissance. C'est que tu as, un stress structurel qui en plus sont liés à la culture en fait. Pourquoi Starbucks croît, c'est aussi parce qu'il a une culture très particulière. Autre chose, alors ça je vous l'ai déjà dit. Donc la question qu'on peut donc se poser, c'est comment faire pour croître gros et vite. Et alors là, il y a une confusion que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est de croire que pour croître vite, il faut être gros. Et que pour croître vite, il faut commencer gros. Et là, c'est toutes les histoires de lancement, de PR, de je sais pas quoi. Aucune start-up dans le monde se lance, parce qu'elle a un lancement réussi ou une campagne de presse réussie. Ça n'existe pas. Il y en a qui le font et se rendent compte que ça ne sert à rien, même si elles l'ont réussi et elles font ce qu'il faut après. Mais de toute façon, ces questions de lancement et ces questions de on va avoir un truc et donc on va prendre le marché d'un coup, ça n'existe pas. Toutes les startups qui croient, et vraiment sans aucune exception, c'est une croissance organique. Elles ont au préalable une croissance organique réelle et elles ont une croissance organique qui démarre de quelque chose de tout petit et d'insignifiant. Aucune startup n'a démarré autrement que de façon insignifiante. Et elles ont donc deux caractéristiques qu'on répète tout le temps. Elles font quelque chose que les gens veulent, et désespérément. Il n'y a pas de doute sur le fait que les gens veulent, et ça a été l'objet de la deuxième séance avec les problèmes. Et elles arrivent à servir et détecter qui sont ces gens. Et donc, il y a une relation entre ce qu'elles sont capables de produire et ce que les gens veulent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, il y a toujours trois phases. La première phase, c'est que vous allez avoir une période initiale qui est toujours très dure, qui peut être très longue. On voit des choses déprimantes. Hein. Enfin, ça dépend de votre niveau de détermination, mais la pire chose à faire, c'est de vous lancer en vous disant, voilà, alors là, je lance ce produit, dans 6 mois, il est sur le marché, dans 12 mois, je lève des fonds, et dans 18 mois, voilà, c'est bon, c'est fait. Si vous raisonnez de cette façon, c'est-à-dire un raisonnement de planning, dès le premier jour, vous êtes mort. Et alors, vous allez vous dire, oui, bon, ok, j'ai compris, mais bon, quand même, j'aimerais bien lever dans 6 mois. Je vous assure que si vous restez dans ce genre de mentalité-là, et si vous restez dans ce genre de process, ça va vous tuer. Et ça va vous tuer big time. Pour une raison très simple, c'est qu'une startup, c'est un enchaînement de milestones réussis, ce n'est pas un enchaînement de timeline réussi. Quand vous avez des ressources dans un grand groupe, vous faites du planning. Pour une raison très simple, c'est que vous avez une question d'allocation des ressources dans le temps. Et ça, c'est le sujet d'un groupe qui existe déjà. Mais une startup, ce n'est pas un groupe qui existe déjà. Une startup, c'est gagner des victoires. Et pensez un peu, je sais pas, jeu vidéo, vous savez, où vous devez tuer 10 petits monstres pour avoir le droit d'aller tuer le gros boss. Avant de commencer à jouer, vous ne vous dites pas, bon, alors, le premier, je vais le buter en 3 secondes. Donc là, dans un quart d'heure, je suis avec le boss et dans 20 minutes, je goûte. Aucun gosse se dit ça dans sa tête quand il joue aux jeux vidéo. Bah pourtant, c'est ce que tous les start-upers font quand ils commencent leur start-up. Ils mettent leur petit planning et ils se disent, alors là, je pense qu'il faut 12 mois produits. Non, l'idéal, c'est qu'il faille rien du tout et que dans une semaine, vous soyez riche. Si vous ne vous mettez pas dans la mentalité que dans une semaine, vous avez réussi, alors évidemment, vous ne prendrez pas une semaine, mais si vous ne vous mettez pas dans cette mentalité-là, et que donc vous faites tout ce qu'il faut tous les jours pour le faire, bah vous n'allez pas avancer en fait. Vous allez stagner. Et vous allez faire ce que font, j'allais dire tous les entrepreneurs de famille, j'allais être vraiment là d'introduire parce qu'ils commencent à être éduqués. Mais ce que font tous les entrepreneurs qui ne sont pas à The Family en fait. Ce que font tous les entrepreneurs qui ne sont pas à The Family, ils commencent leur boîte le jour de leur échec. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Ils ont 18 mois devant eux. Et ils se disent, bon, bah voilà mes étapes pendant 18 mois. Puis au bout de 18 mois, ils ont glandé, ils ont attendu que ça arrive. Puis il n'y a rien. Et au bout de 18 mois, c'est la panique. Ils se disent, putain, il ne me reste plus qu'un mois de chômage. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire?
Mindy. Là, voilà, c'est dit. Les mecs, ils sont venus en m'expliquant qu'ils allaient passer des machins. Rien du tout. Il restait plus que 4 semaines Ils pouvaient plus vivre que 4 semaines. Ils étaient à la rue, ils dormaient sur le sol les uns des autres. Enfin, c'était la galère totale. Et ben, c'est là où ils ont vraiment commencé leur boîte. Et c'est dingue, hein. D'habitude, ils mettaient 6 mois à lancer un truc. Là, d'un seul coup, ils lançaient des trucs tous les jours. Avant, ils passaient des heures à m'expliquer, non, en fait, c'est pas possible, tu vois, design, machin. Puis là, d'un seul coup, c'était design. Ouais, ouais, regarde, on a encore release un nouveau truc. Si les investisseurs savaient fonder des boîtes, ils seraient pas investisseurs, ils seraient entrepreneurs. Point. C'est, enfin, je veux dire, ça fait trop longtemps que des gens m'expliquent qu'ils font des choses parce que quelqu'un d'autre leur a dit. Si vous faites des choses parce que quelqu'un d'autre vous dit de le faire et que vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais que vous le faites quand même parce qu'on vous a demandé de le faire, en fait, vous êtes un salarié non payé, donc vous êtes un fou. Quand vous êtes un salarié, qu'on vous dit il faut faire ça, il faut monter sur le cheval là, et tu te dis mais c'est absurde de monter sur le cheval, et qu'on te dit bon bah je t'ai dit qu'il fallait monter sur le cheval, bah tu montes et tu te dis bon bah de toute façon à la fin du mois j'ai un salaire, whatever. Et ça c'est l'attitude tout à fait rationnelle et raisonnable d'un salarié. Si vous êtes entrepreneur et que vous tombez sur un type qui vous explique qu'il faut faire un business plan à 5 ans, et que vous vous rendez compte que vous ne savez même pas où vous serez le mois prochain, eh ben, vous avez deux choix. Soit vous lui expliquez que de toute évidence, vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble et que donc on arrête là, et vous essayez de trouver un plan B. Soit vous vous conformez à ce qu'il demande juste pour passer en vous disant c'est pas grave, et en fait vous venez de balancer votre âme aux orties. Et après ça commence comme ça et ça finit par des choses absurdes. Et, et les investisseurs, ils ont un rôle tout bête, c'est de décider où mettre leur argent. Ils ont des critères plus ou moins réussis pour mettre leur argent. Il y en a qui sont plus ou moins bons. Mais je tiens à vous rappeler une réalité qui est quand même assez dure dans ce pays. C'est que le capital risque en France est négatif en rendement. En France, le capital risque rend moins d'argent à ses investisseurs qui lui ont donné. Et les investisseurs sont vachement contents de ça. Le capital risque en France est fiscalement incité. C'est-à-dire que si vous rendez à quelqu'un 10% d'argent de moins que ce qu'il vous a donné, la personne double l'argent qu'il vous a donné. 1 € que tu donnes à un fonds de capital risque quand tu es une boîte ou à un individu riche te coûte en fait 30 centimes. Donc quand il te rend 90 centimes, après que tu aies enlevé les impôts sur la plus-value par rapport aux 30 centimes, ça fait 60 centimes. C'est-à-dire que les mecs, en produisant un rendement négatif, font en fait une performance tout à fait acceptable, sans aucune prise de risque. Tandis que s'ils avaient pris des risques et qu'ils avaient rendu 0 en disant bon bah on s'est planté, on est désolé, bah, le type il aurait tout perdu. Donc il y a tout un système qui est fait pour mettre de l'argent dans des boîtes et sélectionner des boîtes qui ont des rendements sûrs et pas des rendements extrêmes. Et donc on est dans un milieu où tout est fait pour optimiser la médiane et non pas la moyenne. Or quand on optimise la médiane et pas la moyenne et qu'on a des variances fortes, ça fait une anti-sélection. Et je viens de vous expliquer en 3 minutes la situation du capital risque français. Et ils en sont parfaitement conscients, ils ne m'en voudront pas. Mais c'est pour ça que les obsessions de levée de fonds, etc., sont absurdes. La seule obsession que vous devez avoir, c'est de vous dire, est-ce que je vais réussir à croître ou pas? Si ça implique à un moment de lever de l'argent, tant mieux. Et de toute façon, ils ne refuseront pas une boîte en hyper-croissance, parce que c'est ça la beauté de ce modèle. C'est que pré-croissance, ils vont essayer d'investir dans le truc le moins risqué possible. Mais post-croissance, ils sont capables d'investir dans des trucs très risqués, puisque la croissance dérisque. Et elle est là l'astuce. C'est pour ça que malgré l'environnement français, si vous voulez faire des choses qui comptent et des choses importantes, soyez obsédés par votre croissance et le reste suivra. C'est le message du jour. Mais il faut reconnaître que la peur de la mort, c'est quand même un moteur incroyable. Et c'est biologique. Hein. Je t'assure, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires de mamans qui soulèvent une voiture parce que leur fils est dessous. Mais une mère n'est pas censée lever une voiture. Je ne sais pas combien ça pèse une voiture. Il est où le spécialiste des voitures? Ça m'intéresse comme data. Ouais, ça pèse combien une voiture? Ouais, une maman n'est pas censée lever 1300 kilos. Et en général, post-traumatique, tu sais, elles ont déchirement du muscle, enfin, ça a des conséquences très graves, ces situations-là. Mais il y a leur enfant dessous, donc tu as des sortes de mécanismes hyper ancestraux qui s'activent et qui shootent de l'adrénaline, qui shootent de l'endomorphine, qui shootent de la dopamine, et
Et t'es bien, quoi. T'as l'impression de vivre. Mais après, si vous êtes plutôt du genre planificateur sûr, bah, même si tu as 18 mois, tu peux commencer ta boîte dès le premier jour. Mais l'illusion, c'est de vous dire que la planification, c'est commencer votre boîte. Il y a un rapport direct entre les moyens et la planification. On ne planifie que quand on a des moyens. Moi, souvent, je dis la stratégie commence quand on a $1 million sur son compte en banque. En dessous d'1 million, il n'y a pas de stratégie. Ça n'existe pas. Parce que le but de la stratégie, c'est de se dire, OK, j'ai plus de ressources que ce que je suis capable de dépenser sur le court terme. Donc, je vais attribuer du capital sur le long terme pour en avoir encore plus. Mais quand vous avez juste le capital qui vous est nécessaire à survivre sur le court terme, vous ne devriez même pas réfléchir de façon stratégique. Bon, on continue. Première phase, phase plus ou moins longue. Je pense que le record d'une boîte, c'est Airbnb, 38 mois. Vous avez tous vu la vidéo. Ça peut être très 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 long cette phase-là. Ça peut être très 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 court. Je pense que Uber est le record en durée dans cette phase-là. Entre l'idée et la croissance, il s'est passé 15 jours. Je pense que c'est un. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, sur Terre, lancent un concept et en 15 jours, ils ont beaucoup de succès sans avoir essayé de concept avant. C'est ce que je veux dire. Parce que, par exemple, Mindy, ça a duré 15 jours pour avoir de la croissance, mais c'était je ne sais pas combien d'apps et je ne sais pas combien de noms. Donc, il y avait des itérations, avant. Phase 2. Normalement, cette phase-là, vous en sortez et vous commencez à rentrer dans la phase de croissance. Alors, il y a une phrase que je répète tout le temps. Success is obvious. Retenez-la, et j'espère pour vous que vous ferez partie de cette longue liste de gens qui viennent me voir en me disant « Putain, j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. » Le succès ne fait pas débat. J'ai jamais vu des vrais succès faire débat. Jamais. C'est-à-dire que quand vous avez un truc qui croît toutes les semaines, etc., et que c'est là et vous sentez que c'est très différent de tout ce que vous aviez fait avant, même les trucs dont vous étiez content. Parce qu'il y a un truc qui est dur, c'est de savoir s'évaluer soi-même et d'être très discipliné par rapport à l'évaluation qu'on a de soi-même. Ça, c'est dur. Et souvent, on a des attitudes un peu bizarres du type on est super content parce que la courbe, elle fait un peu ça. Et tout le monde autour de soi vous dit mais non, mais ça veut rien dire. Et vous dites ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Des gens peuvent ne pas voir qu'à long terme, il y a du succès. Ça, c'est une chose. Mais personne ne discute la croissance quand elle est réelle. Et une croissance réelle, c'est une croissance impressionnante. Donc en général, la phase 2, c'est la phase dans laquelle vous rentrez dans la croissance. Et normalement, cette phase, elle a une limite, qui est la taille de votre marché. Et les startups, elles ont deux choix dans ce moment-là. Elles ont un choix numéro 1, c'est d'optimiser leur marché et de ne pas continuer à croître. Elles ont un choix numéro 2, qui est d'essayer de faire des nouvelles choses dans ce marché pour continuer à croître. Avec des vraies limites. Est-ce que Apple va un jour arrêter de croître? Donc le sujet, c'est à partir de quand vous allez atteindre ce plafond et comment vous allez sortir de ce plafond. Et si vous avez bien écouté les conseils du début, normalement, vous avez commencé dans une niche et donc vous allez avoir phase 1, je ne sais pas ce que je fais, je crois, j'atteins un plafond. Et donc la question, c'est est-ce que je sors de ma niche ou est-ce que je ne sors pas de ma niche? Et encore une fois, ce n'est pas un sujet où on réfléchit en termes de temporalité. On ne réfléchit pas à ces questions-là en se disant pour conquérir la première niche, je vais mettre 1 mois, pour conquérir la deuxième niche, je vais mettre 15 jours, et pour conquérir la troisième niche, je vais mettre 1 semaine. Vous n'en savez rien. Ne pensez jamais en vous inscrivant dans le temps. Pensez toujours dans l'urgence et en vous inscrivant dans l'effort. C'est-à-dire vous vous dites, je veux avoir 1000 clients. Bon, bah, c'est une milestone. Après, si vous mettez 1 semaine à avoir ces 1000 clients, tant mieux. Si vous mettez 6 mois à avoir ces 1000 clients, tant mieux. Si vous mettez 3 ans à avoir ces 1000 clients, bon, bah, y a un problème, mais tant pis. Vous passez à la suite. Et donc, vous avez la contrainte de temps, elle est imposée par le fait que vous n'êtes pas éternel. Elle n'est pas imposée par le fait que vous vous êtes dit que ça allait prendre 6 mois. Elle est imposée par le fait qu'à un moment ou à un autre, vous devez gagner votre vie et à un moment ou à un autre, vous devez avancer. Donc, s'il y a une seule métrique, et il y en a une seule en fait, s'il y a une seule métrique que vous devez regarder, c'est celle-là. Alors, entendons-nous bien. Dans l'histoire d'une boîte,
il y a 2 types de métriques. Enfin, il y a 3 types de métriques. Là, c'est génial comme théorie. Il y a 3 types de métriques. Il y a la métrique qui vous permet de déterminer si ce que vous faites a un sens ou pas. Non, franchement, les gars, notez, c'est une idée géniale. On va passer toutes nos boîtes là-dessous. La première métrique, c'est de savoir si votre boîte a un sens ou pas. Est-ce que ce que je fais est en train d'avoir du succès ou pas? On va l'appeler la life metric, la métrique de vie. Elle se mesure quand une chose, soit l'argent que vous gagnez par semaine, soit le nombre d'utilisateurs actifs. C'est là si vous êtes gratuit. Et si vous êtes payant, vous mettez le revenu et vous ne mettez pas le nombre d'utilisateurs actifs. C'est la métrique la plus en aval que vous puissiez imaginer. C'est quoi une métrique aval? C'est que vous avez des métriques en amont. Par exemple, la première étape, c'est de savoir que vous existez. Donc, c'est aller sur votre site. Le nombre de visites, c'est une métrique amont. La deuxième étape, c'est de s'inscrire. Donc ça, c'est un peu plus aval que la première, mais ça reste amont. Et puis, quand vous avez passé toutes les étapes du process, il y a le fait d'avoir donné du pognon. Ça, c'est une métrique aval. Le fait de se concentrer sur cette métrique aval et de voir non pas sa valeur absolue, et j'insiste, pas la valeur absolue, mais la croissance. La croissance, c'est un ratio. C'est-à-dire que, par exemple, la pire chose que vous pouvez faire, et Dieu sait que beaucoup le font, et même dans The Family, mais ça, je n'arrive pas à lutter. J'ai 100 clients la première semaine, j'ai 100 clients la deuxième semaine, j'ai 100 clients la troisième semaine, j'ai 100 clients la quatrième semaine, et vous me faites un graphique où il y a 100 clients, 200 clients, 300 clients, 400 clients. Hop, j'ai 400 clients. Ça, c'est une cata. Si vous mesurez en cumulé et pas en ratio, vous ne saurez jamais si vous avez de la croissance ou pas, donc vous ne saurez jamais si vous êtes vivant ou pas. Parce que les plats, ça finit toujours par retomber. Ça veut dire que quand vous êtes plat comme ça veut dire que sur les 400 clients que vous avez accumulés, il n'y en a personne qui a parlé à ses amis de vous et il y a eu aucune croissance organique et vous n'avez que les clients que vous avez réussi à acquérir par votre effort. Marketing, travail, bouche à oreille, chat, swag, ce que vous voulez. Alors c'est génial, il en faut. Je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre derrière un ordinateur et d'attendre que le truc tombe. Mais si, quand vous tapez, vous avez comme retour que la force proportionnellement au coût que vous avez donné et que vous n'avez pas un ratio de croissance, vous allez vous épuiser. Et il est là le truc. Le truc, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vivre un épuisement prématuré. Et donc, il y a des cas où on est sans croissance. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous découvrez qu'en fait, vous avez 0% de croissance, vous êtes mort. Non. Si vous avez 0% de croissance, vous devez être sacrément inquiet. Vous devez être en alerte maximale. Vous devez être en DEFCON 5. Il se passe un truc. Il y a un problème. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première métrique, c'est la life métrique. La deuxième type de métrique, c'est les métriques d'optimisation. Si vous avez une métrique en aval qui explose, toutes vos métriques en amont explosent. Vous n'avez pas besoin de les regarder. Mais pour que les métriques en aval explosent, il faut que les métriques en amont, vous les connaissiez. Donc ça, c'est toutes les métriques, par exemple, taux de conversion, nombre d'inscrits, enfin, les métriques classiques que vous connaissez. Ces métriques-là vous permettent, quand vous avez une mauvaise métrique en aval, de découvrir où se passe le problème. Et donc, vous ne regardez ces métriques qu'à une seule condition, c'est que votre croissance ralentit. Quand vous avez un moteur qui va bien, vous n'ouvrez pas le capot pour voir ce qui déconne. Par contre, quand vous appuyez sur la pédale, il n'y a pas d'accélération, bah vous allez ouvrir le capot en vous disant, je ne sais même pas ce qu'est une voiture, j'arrête ma métaphore pourrie. Là. Vous voyez, si je sais pas, l'injecteur, non, ouais, je perds toute crédibilité, bon, raté. Mais vous voyez l'idée. L'idée est là. L'idée, c'est qu'il faut absolument ne regarder ces métriques-là que si vous avez un problème. Et vous avez un troisième type de métriques qui sont le kiss of death d'une startup, c'est les vanity métriques. Les vanity métriques, c'est les métriques que vous donnez à la presse. Je vais vous donner une vanity métrique. Bon, ça reste entre nous, les gars. Vous voulez la vanity métrique absolue dans The Family? Le nombre d'apply. Ça fait 1 an que je me demande s'il n'y a pas un type qui va comprendre l'arnaque sur ce nombre-là.
On a un nombre d'apply qui est incroyable. Et en plus, depuis que Jean est arrivé chez nous, il est en croissance constante. Et avec nos vidéos, il est en croissance constante. Et donc, on exprime à tout le monde, voilà le nombre d'apply qu'on a, il est incroyable. Et quand les VC viennent dîner à la maison et qu'ils entendent notre nombre d'apply, ils sont en crise cardiaque, quoi. Mais c'est pas possible. Alors qu'en fait, on a tout fait pour enlever toutes les barrières à l'entrée. Il n'y a pas de dossier, vous envoyez un email. D'ailleurs, nous, on considère qu'un apply, c'est un email. Vous imaginez pas le nombre de mecs qui nous écrivent en disant « Ouais, c'est cool ce que vous faites. J'aimerais bien, moi aussi, faire une start-up. Vous pensez que je peux venir dans The Family ?» Et les mecs, ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de... N'importe où ailleurs, s'ils avaient vu un dossier où il fallait répondre à ces questions-là, ils n'auraient pas apply. Donc, structurellement, notre nombre d'apply est en croissance fabuleuse. Mais je peux vous dire un truc, c'est que, jamais en interne, on serait content de ce nombre d'apply réellement. Ce n'est pas quelque chose qui me touche. Et la seule obsession qu'on a, c'est combien de startups de qualité et combien de startups ambitieuses sont créées à Paris et nous ont rejoints en termes de pourcentage. C'est que moi, je vois le nombre de startups bonnes qu'il y a dehors et je me dis, putain, on en a à peine 1% à l'intérieur de The Family. Qu'est-ce qu'on fout? Vous voyez, ça, c'est ma métrique aval. Et donc, au milieu, j'ai des métriques d'optimisation. Bon, bah, mon offre de service n'est pas encore assez à la hauteur. J'ai tweaké. Et en ce moment, on a de plus en plus de startups matures qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce que notre offre, avec le nouveau lieu, notre offre de service commence à être à la hauteur de ce qu'eux ont besoin. Mais vous voyez la logique? Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas jouer la terreur avec ma vanity métrique dehors en disant « Ouais, on n'a je sais pas combien d'apply par jour, alors comptez sur moi pour le faire ». Parce qu'il n'y a jamais aucun fait qui sera un obstacle à une bonne histoire. Pour le dehors. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas croire ces faits en interne. Il ne faut pas que ça vous ramollisse, les vanity métriques. Les vanity métriques, vous savez, c'est le rouge-gorge qui fait comme ça pour se taper les femelles. Ça n'a aucun sens génétique. Hein. Il n'y a aucun rapport entre le fait d'être un bon parti et avoir... La bonne échelle de mesure de vos métriques, c'est la semaine pendant très longtemps. Ce n'est pas le mois, ce n'est pas le trimestre, encore moins l'année. Parce que vous pouvez avoir des grosses illusions quand vous ne mesurez pas la temporalité très précise. Donc, il n'y a pas de débat. La bonne façon de mesurer vos métriques, c'est la semaine, quoi que vous fassiez. Alors, on y vient. Qu'est-ce qu'un bon taux de croissance? Alors, j'ai vachement hésité avant de le mettre. Paul Graham dit « Good growth rate is 5 to 7% a week ». Les meilleurs, ils atteignent 10% la semaine. Et si vous avez 1%, il y a un problème. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que Y Combinator est un environnement plugué dans la vallée qui est le moteur de croissance le plus réussi du monde. Vous prenez n'importe quoi, vous le mettez dans Y Combinator, et il croît beaucoup plus vite que quand il était en dehors de Y Combinator, forcément. C'est leur métier. Nous, on a vu l'effet Algolia. Algolia est passé d'une croissance qui était plutôt bonne et dont on était contente à une croissance exceptionnelle. Il y a eu un effet d'échelle. Alors, est-ce qu'il faut dégrader les chiffres par 20%, 30%, 40%? J'en sais rien. Parce que j'ai été regarder les métriques des meilleures boîtes chez nous. Et en fait, les meilleures boîtes chez nous finissent par croître à ce rythme-là. Donc, on va le formuler dans ce sens-là. Après moult hésitations, voilà comment je vais le formuler devant vous. Ça, c'est les bons chiffres de croissance. 1%, moins d'1%, vous êtes dans la merde. Entre 2 et 5, vous êtes une boîte normale. Entre 5 et 7, vous êtes une boîte exceptionnelle. Plus de 7, vous êtes incroyable. Évidemment, réponse très classique quand je dis ça, c'est de me dire « Oui, mais moi, je suis dans le B2B, j'ai 20 clients dans le monde, comment je fais ?» Alors, quand on est B2B et qu'on a 20 clients dans le monde, on n'est pas une start-up. On est une société de service. C'est simple. C'est pas compliqué comme problème. Après, est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas le coup et qu'il n'y a pas des mecs avec 20 clients dans le monde qui vont faire infiniment plus d'argent que 99% des startups? Si. Je vous dis, moi, j'ai rencontré un mec qui vend des Airbus. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal d'atteindre son niveau de revenu. À 25 millions de commissions par Airbus vendu, il a beau n'avoir que 2 clients dans le monde, il vit très bien, en fait. Ce n'est pas un problème. La question, c'est qu'ici, on traite les startups, qu'elles soient de services ou de produits. Mais ce qui est sûr, ce qui est parfaitement sûr,
c'est que ce qui compte le plus, c'est que vous ayez cette courbe et que cette courbe, elle vous permette de constater que vous avez une croissance et un ratio en votre faveur. Je ne pense pas que dans la vallée, on croit qu'on réussit à des ratios différents d'ici. Par contre, et alors c'est là où je voulais en venir, c'est que avant d'atteindre ces seuils-là, vous pouvez mettre beaucoup plus longtemps que dans la vallée. Je pense que la différence qui caractérise le fait de faire une startup en France par rapport à faire une startup dans la vallée, c'est que je pense que la phase 1 est plus longue en France en moyenne que dans la vallée pour les startups qui valent le coup. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, quand vous avez une startup qui vaut vraiment le coup, elle risque de passer plus longtemps dans la phase 1 que le temps qu'elle aurait passé dans la phase 1 équivalente dans la vallée. Donc elle va mettre plus de temps avant de constater des ratios de croissance intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à essayer de pousser, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à essayer d'atteindre ces ratios-là. Et de toute façon, même si vous vous mettez la barre au plafond et que vous arrivez à toucher le projecteur, ce sera déjà très bien en fait. Qui peut le plus, peut le moins. Et c'est encore plus vrai dans les startups qu'ailleurs. J'ai jamais vu quelqu'un échouer sa startup parce qu'il était trop ambitieux. Vous savez, il y a des gens, ils créent leur startup, ils disent ouais, je vais gagner 1 milliard la première année. Bon, bah, même s'ils gagnent 1 million la première année, c'est pas un drame. Et c'est pas parce qu'ils étaient un peu loufoques dans leurs ambitions que ça s'est mal passé. Alors que l'inverse est beaucoup plus courant. Des gens qui ratent parce qu'ils se mettent la barre beaucoup trop basse, c'est tellement basse qu'on la voit plus, et qu'ils la passent et qu'en fait donc ils font aucun effort, ça oui. Ne sous-estimez pas l'importance de l'ambition et de l'effort. Vous mettre une barre très haute, c'est la meilleure façon de vous pousser à bout et de faire en sorte que vous arriviez à faire quelque chose d'incroyable. Essayez de mentalement définir un growth rate et essayez de l'atteindre. C'est un jeu que je fais avec les startups de The Family. C'est que d'expérience, j'essaie de leur dire ce que j'ai constaté. C'est pas facile. Mais vaut mieux vous fixer sur un growth rate plutôt que vous dire toutes les semaines, je vais constater si je suis une boîte moyenne, incroyable ou super. Vous devriez plutôt vous dire, OK, je suis en catégorie A, je suis en catégorie B ou je suis en catégorie C. Et pour plein de raisons. Être en catégorie A, ça implique beaucoup de choses que beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter. Quand j'étais jeune, j'avais vu une interview de François Mitterrand, j'étais tout petit. Le journaliste, alors c'était à la fin, il commençait à un peu devenir métaphysique dans ses interviews, parce que lui savait qu'il allait mourir, mais personne ne le savait. Et on demande à Mitterrand, on lui dit, alors il est comme ça avec sa main là, et on lui dit, est-ce que c'est dur de devenir président? Et Mitterrand regarde le type et il lui dit, non, non, c'est très très facile, il suffit de le vouloir. Et je me souviens que je regardais ce truc avec ma mère et d'autres membres de ma famille. Comme tous les commerçants, ils ne sont pas particulièrement de gauche. Alors, et comme tous les gens qui ne sont pas particulièrement de gauche, quand ils voient quelqu'un de gauche, ils ont des réactions d'hystérie. Et ils disent ah, quel prétentieux, machin. Et des années plus tard, j'ai eu un effet Madeleine. J'étais avec quelqu'un et il me dit c'est vachement facile d'être entrepreneur, il suffit de le vouloir. Et ça m'a percuté et d'un seul coup, j'ai compris ce que ce jour-là Mitterrand voulait dire. Il voulait dire que le prix à payer pour devenir président est tellement élevé, tellement fort, tellement absurde pour ce qu'on y gagne, qu'il y a bien que les cinglés qui sont prêts à payer ce prix-là, qu'ils finissent par le devenir. Et franchement, il y a juste à réfléchir à Dominique Strauss-Kahn 3 minutes pour comprendre ce que ça veut dire. C'est pas compliqué en fait de devenir président. C'est juste que c'est une ligue hyper minoritaire de cinglés. Parce que franchement, faire des sacrifices à ce niveau-là pour simplement avoir un non-pouvoir, bah, y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à le vouloir. Et bah, c'est la même chose. Ne subissez pas quel type de boîte vous voulez être. Tout le monde n'a pas à devenir des boîtes de catégorie A. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux. Mais vraiment, j'insiste. N'allez pas vivre avec le outside des autres. Il y a plein de façons d'être heureux. Et c'est quand même assez drôle. Récemment, j'ai un entrepreneur qui m'a dit qu'il avait passé des mois et des mois
à se comparer à je sais plus quelle autre boîte de The Family, et en le vivant secrètement mal, qu'ils réussissent vachement mieux qu'eux. Et récemment, il me dit, ouais, alors comment ils vont et tout. Je dis, bah, ils ferment. Et le type, il dit, quoi? Et je dis, bah oui, oui, mais ça n'a jamais marché leur truc. Et il me dit, putain, ça fait des mois que je suis obsédé par eux. Et je me dis, ah, c'est vachement bien ce qu'ils font. Et en fait, alors que lui faisait des choses vachement mieux. Donc, bon, lui, il a mis 1 an à s'en rendre compte, mais il y a des gens qui mettent leur vie à se rendre compte que les comparaisons avec les autres sont futiles. Vous ne pouvez pas comparer le outside des autres avec votre inside. Forcément, votre inside, il a l'air beaucoup plus moche que l'outside des autres. Surtout quand ils ont été bien entraînés. Regardez-vous là, dans 6 mois, on ne saura même plus quand vous bullshitez ou pas, quoi. Ça va être insupportable. Donc, sachant ça et sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont entraînés dans ce monde, passez pas votre vie à vous dire ah oui, mais lui, il avait fait ci et lui, il avait fait ça et machin. J'ai un autre cas d'une boîte qui est obsédée par la concurrence, mais obsédée. Alors, elle n'a pas fait coup d'état, j'ai tellement envie de l'envoyer dans coup d'état, cette boîte. Et j'en ai eu tellement marre que j'ai été chercher le dossier d'investissement de leur concurrent principal et j'ai été chercher l'article TechCrunch et je lui ai montré que les types dans TechCrunch faisaient du x10 par rapport à leurs métriques réelles. Et parce que personne ne va vérifier les infos dans TechCrunch. Personne. Vous croyez vraiment que les types qui produisent 3 articles par jour, ils ont que ça à faire? Si les mecs sont assez cons pour mentir sur leurs métriques et annoncer des métriques dithyrambiques et 1 an après faire faillite, bah, tant pis pour eux. Et je vous conseille vraiment un truc, ne mentez pas, parce qu'il n'y a rien qui a l'air plus con que des types qui vous annoncent « Ouais, on fait 20% de croissance de revenus par semaine », et que en fait, les types font rien. Ça finit toujours par savoir. Alors, vous êtes content sur le coup parce que vous avez votre article TechCrunch, vous êtes content sur le coup parce que tout le monde a peur, mais à long terme, ça ne paye pas. Donc, soyez obsédés par le long terme et pas par le court terme. Faites des victoires de long terme. Les victoires de long terme, elles sont dures, mais elles sont incroyablement gratifiantes. Et j'ai voulu donner une leçon à cette boîte pour lui dire, parce que le type me dit, mais non, mais s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Mais bien sûr. Et puis quoi encore? C'est tellement, tellement facile. Et les mecs sont en train d'essayer de lever de l'argent pour survivre. Et ils font valoir qu'ils ont une super présence dans la presse pour lever de l'argent. C'est un des arguments principaux. Donc vous voyez, la boucle est bouclée, quoi. C'est pas. Donc choisissez un growth rate et fixez-le vous comme objectif personnel. Et entre nous, si vous, par exemple, vous choisissez 10 et que vous faites 7, vous ne serez pas malheureux. Mais la pire chose, c'est de pouvoir faire 7 et parce qu'on a choisi 3, de ne faire que 3. Parce que vous ferez ce que vous choisissez. Donc ne choisissez pas sur un autre critère que votre bonheur. En fait, c'est assez simple. Soit vous voulez optimiser votre fortune, soit vous voulez optimiser votre gloire. Il n'y a rien d'autre à optimiser dans la vie quand on est entrepreneur. Soit vous vous dites, moi, mon intérêt, c'est de gagner un maximum d'argent, et plus je gagne d'argent, et plus je me sens bien. Soit vous vous dites, plus ce que je fais va marquer les esprits et rester dans le temps et me rendre glorieux, plus je suis content. Donc vous choisissez la gloire ou le bonheur. Et après, vous optimisez là-dessus et vous ne vous prenez pas la tête. Si vous choisissez le bonheur, choisissez 5% de taux de croissance. Si vous choisissez la gloire, choisissez 10% de taux de croissance. Point. En fait, ce n'est pas une question si compliquée que ça. Mais une fois pour toutes dans votre vie, regardez-vous dans un miroir et dites-vous, pour les 3 prochaines années, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de faire? Et entre nous, ça change. Moi, vous m'auriez demandé, quand j'avais 18 ans, ce que j'essayais d'optimiser, j'aurais dit sans hésiter la gloire. Si vous me demandez aujourd'hui ce que j'essaie d'optimiser, le bonheur. Si vous me redemandez dans 5 ans, si ça se trouve, ce sera à nouveau la gloire. Souvent, les gens ne veulent pas prendre ces décisions parce qu'ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont décidé, c'est engageant à vie. Vous savez, c'est comme les types qui disent « Moi, jamais je vendrai mon business ». Le mec de WhatsApp, il avait dit dans une interview « Moi, jamais je vendrai mon business ». Et puis, il se fait racheter 19 milliards par Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? 19 milliards. C'est que si un mec me propose 500 millions pour acheter ça comme il propose à tout le monde, je ne vois pas pourquoi je dirais oui. Et entre-temps, il a changé d'avis parce qu'effectivement, c'était un montant qui était peut-être un truc qui le fait rêver, parce que peut-être que ça le rend glorieux de s'être fait racheter à 19 milliards. Donc il a peut-être fait les deux en un. Mais n'hésitez pas à être très fort dans vos décisions sur des moments donnés et n'hésitez pas à les changer aussi souvent que vous voulez. Les gens ont le droit de changer d'avis et si qui que ce soit vous le reproche, c'est un imbécile.
Parce qu'il y a bien que les cons pour chercher de la constance. Et il y a bien que les cons pour vous dire « Ah ouais, mais là t'avais dit que c'était ça. » Bah oui, mais ça marchait pas. Qu'est-ce que je te dise? Bon, maintenant, ça marche. N'essayez surtout pas de devenir prisonnier des choix que vous faites, mais faites-en. Et faites-en fort. Ayez la force mentale à un moment donné de vous dire « Bon, bah voilà, maintenant, je fais ça et je le fais. » Si vous n'atteignez pas votre niveau espéré, développez de l'angoisse, développez du stress. Ça veut dire que vous pouvez mourir à tout instant, ça veut dire que ce que vous faites ne va pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être content, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous reposer. Et ce que j'adore avec ce système-là, tous les gens qui programment connaissent les problèmes d'optimisation. Vous savez, les problèmes des fois, alors pour ceux qui ne programment pas, des fois vous avez un programme et votre seul but, par exemple, c'est de réduire la mémoire qu'il utilise. Parce qu'il utilise trop de mémoire. Et donc vous n'en avez rien à foutre de ce que fait le programme, mais la seule chose que vous allez essayer de faire, c'est d'optimiser la mémoire qui est utilisée par ce programme. Et bien en fait, cette méthode, et c'est pas pour rien que Paul Graham la market à ce point, c'est qu'en fait cette méthode revient exactement à ça. Elle vous dit, faire une boîte, c'est un problème trop compliqué si vous essayez d'avoir une approche holistique. Vous n'êtes pas assez intelligent pour ça et personne ne l'est. Donc faites simple, concentrez-vous sur un truc à la con qui en plus est mesurable toutes les semaines. Vous le regardez. Si vous êtes dedans, bah vous vous sentez bien. Si vous n'êtes pas dedans, vous vous sentez mal. Et tout va bien. Et ça résout beaucoup, beaucoup de questions. Et dans ce cas-là, tout devient super simple à résoudre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas penser au futur? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des plans à long terme, etc. Bah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le temps de l'action, c'est la semaine. Mais ça veut dire aussi que ça va vous empêcher de réfléchir au futur plus que nécessaire. Et c'est le danger numéro 1 quand on est en entrepreneur. C'est de passer plus de temps que nécessaire à réfléchir au futur. Et beaucoup trop d'entre vous mettez trop de temps à faire les choses parce que vous passez trop de temps à réfléchir au futur. Au moins, si vous vous dites, mon but, c'est telle croissance, je la regarde toutes les semaines, et quand je suis en dessous, je me pose des questions et donc je réfléchis au futur. Et quand je suis au-dessus, bah, je ne me pose pas de questions et j'essaie juste d'aller plus vite. Et ben, ça vous donne tous les moments où vous stratégisez et tous les moments où vous exécutez. Vous voyez comme c'est simple? Ça a l'air presque magique. Mais faites-moi confiance. Faites-le juste pendant 6 mois et on en reparle. Et alors ça, je peux vous le dire, je n'ai pas une startup dans The Family qui a adopté cette méthode et qui n'a pas réussi. Pas une. Pourquoi? Parce que toute startup qui adopte cette méthode voit très rapidement si elle doit abandonner ou pas ce qu'elle fait et elle change. Et il est là le trick. Le trick, c'est que la pire chose que vous puissiez faire, c'est perdre votre temps. Comment savoir si vous perdez votre temps ou pas? Comment savoir si votre startup ne va pas finir par réussir ou pas? En valeur absolue, vous ne pouvez jamais savoir. Imaginez, vous avez 200 utilisateurs. Vous ne pouvez pas savoir si en fait ça marche ou ça ne marche pas. Par contre, si vous avez 200 utilisateurs et que vous êtes passé de 1 à 200 en 5 semaines, totalement organiquement, et que la semaine d'après, vous continuez à croître au même rythme organique, bah vous savez qu'il se passe quelque chose. La meilleure croissance, c'est la croissance organique, mais quelle que soit la croissance que tu fais, y a pas, sachant qu'il y a une croissance qui ne compte pas, c'est la pub non rentable. Ça, c'est la vanity metrics. Si tu dépenses de la pub dans le vent et que tu as de la croissance de pub, bah, ça ne marche pas, quoi. Il faut que tes revenus soient supérieurs à la pub. Ça ne veut pas dire que la pub ne peut pas être un très bon instrument de croissance. C'est juste qu'il faut qu'elle soit bien dépensée. Vous avez 2 types de croissance. Vous avez la croissance organique et vous avez la croissance non naturelle. Dans croissance organique, ça ne veut pas forcément dire croissance gratuite. Ça veut dire croissance qui vous apporte de la valeur. Prenons un exemple. Vous vendez quelque chose 100 €. Et vous avez découvert qu'en achetant de la pub à tel endroit à 30 €, vous produisiez à chaque fois une vente. Donc vous gagnez 70 €. Ça, c'est de la croissance organique. Parce qu'il suffit de mettre plus d'argent pour avoir plus d'argent. Si vous trouvez ce genre d'équation-là, vous avez gagné. Par contre, la croissance de type, je mets de l'argent
pour avoir des utilisateurs et je ne sais pas comment les monétiser, ça, c'est de la croissance non naturelle. C'est pour ça que tout concept qui a un problème de business model qui est de type consumer, où c'est gratuit et le business model vient plus tard, doit absolument avoir une croissance purement organique, réelle. Après, tu peux accélérer en mettant de la pub, mais c'est pour passer de 10 à 30% de croissance. Parce qu'il y a des boîtes qui croient à 200 ou 300% par mois en mettant de l'argent. Mais elles croient à ces rythmes-là parce que ce n'est pas naturel. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une croissance organique naturelle est au maximum de 10% par semaine. Elle ne peut pas être beaucoup plus. Si elle est beaucoup plus, enfin, c'est le Saint Graal. Mais si tu constates ces niveaux de croissance, il ne faut pas que tu mettes d'argent. Mettre de l'argent, c'est pour aller encore plus vite. Mais si par exemple, tu obtiens 10% de croissance juste en ayant mis de l'argent et que tu n'as pas de rendement sur cet argent, tu as un problème. C'est clair? Je pense que 9 fois sur 10, quand vous pensez à de la stratégie, vous perdez votre temps. Il ne faut pas planifier. Ne planifiez pas. Et les excuses du type, on m'a demandé de planifier. Franchement, si on vous demande des business plans ou des machins comme ça, générez-les aléatoirement. Ça prend 3 minutes. Il y a une fonction dans Excel qui s'appelle Run Between. Elle marche super bien. Ouais, après, vous mettez vos croissances. Puis les gens passeront des heures à les lire et à trouver ce que vous avez mis, quoi. Enfin, n'allez pas trouver d'excuses pour un exercice débile, soyez débile. Enfin, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes planifications, hein. Je pense qu'il y a des planifications réelles. Quand Airbnb a fait sa dernière levée, ils ont fait un modèle financier et un Excel assez extraordinaire. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de data et qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent. Et que donc, ils ont un rendement sur la planification qui est extraordinaire. Autre avantage de cette méthode. Pourquoi tout à l'heure, de façon très provocative, j'ai dit toutes les startups de The Family qui ont adopté cette méthode fonctionnent? Parce qu'il s'est passé un truc très simple avec les startups qui ont adopté cette méthode, c'est qu'elles ont changé d'idée beaucoup plus facilement que celles qui ne l'ont pas adoptée. Et c'était là où je voulais en venir. Vaut mieux avoir une boîte. Imaginez que votre vision initiale, c'est A. Et que A ne croit pas et vous trouvez B qui croit à 10% par semaine. Et bien, vous pouvez écrire l'équation B est mieux que A. Point. C'est-à-dire que si vous voulez absolument démontrer que vous avez raison, vous avez perdu. Si vous n'êtes pas capable de jeter des mois et des années de travail à la poubelle, vous avez perdu. Si vous n'êtes pas capable de ne rien valoriser d'autre que le succès réel, vous avez perdu. Toutes les autres explications, toutes les autres excuses, tous les autres points du type « Ah ouais, mais en fait, j'ai fait ça parce que un jour, peut-être que… » Dès que vous commencez à entendre ces refrains-là, vous savez que vous avez perdu. Dès que vous commencez à dire « Oui, mais en fait, là, on a fait le produit, mais on n'a fait aucun… » Alors, juste un truc, par pitié, ne jamais venir me voir en me disant « J'ai fait le produit, mais j'ai fait aucun marketing. » Jamais sortir cette phrase devant moi. Je vous jure, dans ma tête, à chaque fois, j'imagine un marteau et que j'explose le type. Je vais vous dire pourquoi je ne supporte pas cette phrase. Je ne la supporte pas pour 3 raisons. Première raison, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez foutu alors? C'est quoi cette idée que vous avez fait votre produit sans essayer de le vendre? Sur quelle planète, en 2014, on se cache encore? Deuxième chose, si vous pensez avoir besoin de l'argent pour que votre truc commence à prendre, c'est que votre truc ne prendra jamais. Il n'y a aucun concept sur Terre qui a un produit parfait et que les gens ne sont pas enthousiastes, à petite échelle. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une confusion entre volume et efficacité. Parce que les gens voient des petites boîtes qui ont des tout petits volumes. Si par exemple, vous venez me voir et vous me dites, voilà, j'ai parlé à 2 potes de mon produit. Si vous êtes My Little Paris, My Little Paris, elle a envoyé sa newsletter à 50 personnes. Puis ces 50 personnes, ils en ont parlé autour d'eux à 2 ou 3 personnes. Puis elle est passée à 55, puis à 100, puis à 1000, puis à 10 000, puis à 100 000. Maintenant, imaginez version My Little Paris, entrepreneur moyen. Je fais la plus belle newsletter du monde que j'envoie à mes potes. Et mes potes me disent « Ouais, elle est super ta newsletter, elle est incroyable, elle est géniale, je l'adore. Vraiment, bravo pour le travail. » Et vous passez des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines à refaire la newsletter. Et puis, au bout d'un moment, vous dites « C'est bon, la newsletter, c'est réglé, le produit, c'est réglé. Maintenant, il me faudrait de l'argent pour faire connaître cette newsletter. » Vous voyez le problème? C'est que forcément, si elle était si bien que ça, la newsletter, il y aurait des gens qui courraient pour la voir et vos amis l'auraient envoyée à tout le monde.
Sauf que ce qu'ils vous ont dit, c'est ouais, c'est cool, pas mal, ouais, vachement bien. T'as raison de lutter contre le chômage à ta façon. Et faites très attention au feedback des gens. La plupart des feedbacks des gens, c'est ça. C'est pas un feedback réel. Le seul vrai feedback réel, c'est quand vous avez des gens qui parlent à d'autres gens. Et donc, vous voyez là l'enjeu. L'enjeu, prenez vos premiers... Si vous avez 200 utilisateurs et que ces 200 personnes ont parlé à une personne qui elle-même parle à une personne, bah oui, ce sera très lent au début, mais le jour où ça va s'accélérer, il va y avoir un tipping point incroyable. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nos vidéos étaient dures à trouver. Vous avez remarqué? Elles ne sont pas sur le site. Enfin, moi, ça me fait vachement rire quand les gens viennent me donner comme conseil. Ouais, tu sais, tu devrais mettre les vidéos sur ton site. Ah ouais? Ça, c'est marrant, j'y avais pas pensé. No way. Tu veux dire avec moi que si les vidéos étaient sur le site, j'aurais plus de vues? Non. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a voulu mesurer la croissance organique réelle des vidéos. Les vidéos, elles sont sur un channel qui s'appelle même pas The Family. Ça s'appelle Startup Food. Et la seule chose qu'on a voulu vérifier depuis le début, c'est qu'est-ce qui se passe si on met des vidéos de nos cours en ligne en termes de croissance. Au début, les vues, elles n'étaient pas du tout impressionnantes. On a mis 1 an pour atteindre 100 000 vues. Et bien là, on vient de mettre 1 mois pour atteindre 150 000. Vous voyez ce que c'est une courbe? Et maintenant qu'on sait que ces vidéos ont de l'intérêt, et maintenant qu'on connaît les meilleures vidéos en termes de croissance, on va prendre les 5 meilleures vidéos, celles qui ont le plus plu, celles qui ont été le plus regardées, c'est-à-dire non pas par vanité juste le plus cliqué, mais vraiment celles qui ont le plus de valeur. Et vous allez voir, on va les marketer, on va mettre de la pub, on va les envoyer à tout le monde, et on va leur donner une puissance et un souffle que vous n'avez jamais vu. Mais pourquoi? Parce que maintenant, on a une information certaine sur lesquelles 5 mettent le plus d'argent parce qu'elles ont le plus d'impact. La mauvaise méthode, c'était de foutre des vidéos et de les bombarder sur tout le monde et de faire chier tout le monde alors qu'on n'avait pas encore vérifié leur qualité. Vous voyez l'intérêt de la croissance naturelle et de la croissance organique? Alors forcément, il faut avoir un an devant soi. Il faut avoir du temps et surtout, il faut passer son temps à faire les choses bien. Qu'est-ce qui se passe quand les gens essaient de ralentir en mettant des mots de passe, des early access, des machins? C'est qu'ils font tout pour surtout pas se confronter à l'opinion. Ça ne veut pas dire qu'on aurait dépensé, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas dépensé énormément en pub. Il y a encore une autre différence. Et c'est pour ça que l'histoire de maintenant j'ai fait le produit, il faudrait faire du marketing m'énerve. Parce que le marketing, ça ne rend pas quelque chose de mauvais bien. Le marketing, ça rend quelque chose d'inconnu connu. Et que donc le premier souci, c'est de vérifier que c'est bien. Et la meilleure façon de vérifier que c'est bien, c'est de vérifier qu'on a déjà à petite échelle une croissance organique. Si tu viens me voir au bout de 6 mois et tu as une croissance organique hebdomadaire incroyable, eh ben je pourrais te donner le conseil complètement absurde, c'est le moment de perdre plein d'argent et c'est le moment de balancer en moins d'1 mois tout un argent dans la pub. Parce que toute évidence, ta courbe, elle est comme ça, et donc on va lui faire sauter une dimension pour gagner du temps. Regardez à quel point la notion de gagner du temps, dans ce cas-là, est réelle. Parce que tu as une courbe comme ça, et donc pour atteindre ce point-là, tu as besoin de couper là, de faire artificiellement de la pub pour sauter d'un point à l'autre. Et donc ta courbe, au lieu de faire ça organiquement, elle fait comme ça, puis elle recontinue. On a invité le CEO de Branchout là, pour le prochain Growth Hacker. Branchout, c'est le cas typique du mauvais marketing. 24 millions d'utilisateurs. Bah, c'est facile. D'ailleurs, j'ai hâte de voir s'il va dire l'histoire réelle ou pas. Parce que moi, j'ai tous les emails. Donc, ça va vachement m'amuser s'il va vraiment témoigner sur ce qui s'est passé dans Branchout. Branchout, c'est un type qui a trouvé une martingale de pubs sur Facebook et de spam sur Facebook magique. Mais vraiment magique. Passer de 0 à 24 millions d'utilisateurs. Combien d'utilisateurs actifs? 0. Qui a installé Branchout? Ok, 5, 6. Qui utilise Branchout? 0. Dites-vous que la croissance, c'est le test d'idée absolue. C'est ce qui vous permet de savoir où votre idée se situe par rapport à la réalité. Juste réfléchissez à ça. Rien ne sert de commencer gros, il suffit de partir avec de la croissance. Oussama Hamar, 2014. 1% de croissance par semaine, ça veut dire que votre boîte multiplie sa taille par 1,7. 2% de croissance par semaine, ça veut dire que votre boîte multiplie sa taille par 2,8.
10% de croissance par semaine, ça veut dire qu'au bout d'un an, votre boîte multiplie sa taille par 142. Avec 7% de croissance par semaine et en partant d'un utilisateur, il suffit juste de 38 mois pour atteindre les 10 millions d'utilisateurs, en partant d'un utilisateur. Parce qu'en fait, les premiers mois sont les plus longs. Et c'est ça le problème. C'est qu'au début, quand on part de 1 et qu'on fait 7% de croissance par semaine, bah, il faut 7 semaines avant d'atteindre 2. Au début, c'est un peu lent. Mais le jour où tu atteins un tipping point, bah, ça explose en fait. Alors évidemment, la question, c'est comment tu maintiens cette croissance post-tipping point. En général, c'est aussi le moment où ça ralentit. Espérez pas faire, on ne peut pas faire 7% de croissance à l'infini. Sinon, on a des milliards de gens. Donc ça, forcément, il y a des moments qui ralentissent. Mais ça, c'est pour vous démontrer que commencer petit, ce n'est pas une mauvaise chose. Regardez, 1000 utilisateurs sur votre bêta privée et vous faites une croissance organique de 10% par mois, ça fait 142 000 utilisateurs au bout d'un an. Et vaut mieux avoir 142 000 utilisateurs actifs que 1 million d'inscrits dont vous ne connaissez même pas le nom. Ça, c'est vanity métrique. En plus, ça vous permet d'aller dans la presse et de dire que vous avez 1 million d'utilisateurs et d'être content en interne parce que vous en avez 142 000. Donc, tout ça boucle bien. Un des points, et c'est, je pense, le point fondamental, c'est que on n'a pas un cerveau qui est fait pour penser la croissance et l'exponentielle. Notre cerveau pense le linéaire. C'est biologique. Il faut vraiment vous faire violence pour réfléchir comme ça. Pourtant, ça vaut le coup de, une fois pour toutes, de vous faire violence. Et l'une des meilleures façons de vous faire violence, c'est de faire ce que j'appelle le tableau prédictif. C'est que vous prenez votre chiffre initial, vous prenez votre croissance par semaine, vous le mettez d'avance dans un tableau sur 3 ans, et toutes les semaines, vous mettez le chiffre réel que vous avez obtenu pour voir à quel point vous êtes au-dessus ou en dessous de ce chiffre-là. Et ça vous conforte dans l'idée que dans 3 ans, ça vaut quelque chose. Parce que la pire chose quand vous passez de 5 à 20 utilisateurs en 4 semaines, qui n'est pas un mauvais résultat, c'est de vous dire, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'ai 20 pecnos qui utilisent mon truc. C'est forcément déprimant, sauf si vous êtes protégé par le fait qu'à long terme, vous avez quelque chose d'incroyable. Et que donc, vous êtes bien dans vos chiffres. Donc ça, c'est de la planification intelligente. Parce que c'est une planification qui vous donne une structure, un repère, et qui est facile à générer. Ça prend 5 minutes montre en main. Pourquoi être obsédé par la croissance? Parce que la croissance résout tous les problèmes. Tous. Elle en pose plein, mais initialement, dans la première phase, ça résout tous les problèmes. La croissance, ça vous dit quand est-ce qu'il faut embaucher ou pas. Dès que structurellement, vous n'arrivez plus à gérer votre croissance, il faut embaucher. C'est simple. Pas besoin d'avoir de planification d'embauche. Vous le verrez tout de suite s'il faut embaucher ou pas. Est-ce que je suis en train de ralentir ma croissance parce que je n'ai pas suffisamment de ressources? J'embauche. Est-ce que ma croissance va bien? Je n'ai pas besoin d'embaucher. D'un seul coup, c'est pas compliqué. Alors, le problème que ça pose, c'est que ça résout la question, mais ça augmente le danger de l'exécution. Parce que si vous avez besoin d'embaucher, il faut embaucher bien. Vous voyez, c'est que ça sort les problèmes de la théorie pour les faire rentrer dans la pratique. Ça enlève leurs difficultés théoriques, mais par contre, ça maintient leurs difficultés réelles. Et de toute façon, une boîte ne vit que par l'exécution. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai besoin de brainstormer pour savoir si là, je dois recruter ou pas. » En fait, c'est de la connerie. Il y a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'advisor pour ça. Un advisor peut vous dire « Bon, bah, lui, c'est plutôt un bon candidat parce que j'ai travaillé avec lui. » Ça sert à ça, un advisor. Un advisor, ça ne sert pas à déterminer si c'est le moment de recruter ou pas. Les data déterminent si c'est le moment de recruter ou pas. Donc la croissance résout ces questions fondamentales. Est-ce que je suis prêt à recevoir un investissement ou pas? Pareil, la croissance résout ce problème. Quand vous êtes dans la croissance, vous négociez votre levée de fonds. Quand vous n'êtes pas dans la croissance, vous devez convaincre pour votre levée de fonds. Vous voyez la différence? Ça veut dire que des fois, il y a des projets qui commencent par de la conviction. Ça arrive. Il y a des projets qui ont besoin de convaincre au préalable. Par exemple, si vous faites une boîte dans les robots et que vous avez besoin de 5 millions pour la créer, avant d'avoir de la croissance, c'est-à-dire vendre des robots, vous êtes bien obligé d'avoir des robots. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Faites gaffe, c'était un piège.
Mais non, vous les vendez sur Kickstarter, d'abord les robots, et après vous levez de l'argent. Vous obtenez d'abord de la croissance d'enthousiasme. Faites gaffe. Réveillez-vous les gars. Quel est le bon moment pour lever des fonds? C'est de la croissance. Regardez, si vous essayez de faire une boîte dans la robotique et que vous essayez de convaincre quelqu'un, personne ne vous croira. C'est terrible en fait. Donc en fait, vous n'avez jamais besoin de conviction. C'est terrible d'avoir besoin de conviction. Par contre, si vous êtes dans la robotique et que vous vendez vos robots avant même de les avoir fabriqués, tout le monde voudra vous donner de l'argent. Parce que si vous avez de la croissance pré-produit, c'est incroyable. Donc ne faites des produits que si ça ne coûte pas de faire des produits. Si ça coûte de faire des produits, vendez-les. Est-ce que je dois vendre ma boîte ou pas? C'est pareil. Une boîte, ça ne se vend pas, ça s'achète. Si vous essayez de vendre votre boîte, vous allez avoir beaucoup de mal. C'est très dur. Il faut faire de la conviction, il faut limite arnaquer le type. C'est comme ça qu'on vend une boîte. Tandis que quand on a de la croissance, tout le monde veut l'acheter. Forcément. Ça a de la valeur, la croissance. La croissance représente une menace. Pourquoi Instagram a été acheté? Pour sa croissance. Pourquoi WhatsApp a été acheté? Pour sa croissance. Pourquoi Oculus Rift a été racheté? Pour sa croissance. Point. C'est aussi bête que ça. Si vous avez de la croissance, vous avez de la vie. Donc vous n'avez pas besoin de vous tordre le cerveau en mode qui c'est qui va me racheter. Les gens viendront à votre porte et taperont et vous diront j'ai besoin, je veux te racheter. Donc encore une fois, ça résout le problème théorique, ça ne résout pas le problème pratique. Est-ce que je vends ou pas? Ça c'est une autre question. Mais c'est une bonne question. Si vous comprenez la croissance, et si vous comprenez et que vous devenez obsédé par ça, vous comprendrez tout. La croissance, c'est ce qui fait que dans ce monde, des startups font des choses extraordinaires. Et plus vous aurez de croissance, plus vous serez en bonne santé. Je reformule. Les vidéos n'ont pas été marketées pour savoir lesquelles des vidéos étaient de meilleure qualité, pour déterminer sur les 80 vidéos qu'on a, les 5 qu'il faut marketer. Le marketing, c'est l'accélération. Tu vois, pour passer de 100 000 à 1 million de vues, là, au rythme où ça va, il va falloir 1 an de plus. La life metric, c'est ce qui dit si votre projet il existe ou il n'existe pas. Un projet, tu peux savoir s'il existe ou s'il n'existe pas qu'à partir du moment où tu vends un truc. Tout le travail que tu fais en amont et tout le travail que tu fais de préparation avant de te lancer, ça ne compte pas, ça n'existe pas. La question, c'est est-ce que ma boîte, elle est réelle ou est-ce que je suis en train de fantasmer? C'est ça le test de la croissance. Elle est réelle à partir du moment où je vends, elle n'est pas réelle à partir du moment où je ne vends pas. Et en plus, si je vends de façon constante, elle est en fait pas réelle. Il faut qu'en plus, je vende avec de la croissance. Donc, tout ce que tu fais avant, en fait, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut de la croissance surtout. Il y a des choses qui ne croient pas, pourtant vous avez de la croissance. Entre nous, toute semaine que vous passez avant cette étape-là est une semaine de perdu. Il faut l'admettre. Après, vous pouvez passer des mois et des mois avant de décider de vous lancer. Ça, j'ai rien contre. Mais dans votre tête, vous ne dites pas que vous vous êtes lancé dans de la préparation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai 2 amis qui ont voulu ouvrir un restaurant franchisé. Il y en a une qui réussit, il y en a une qui en est toujours au même point. Voilà ce que celle qui a réussi a fait, et voilà ce que celle qui n'a pas réussi a fait. Celle qui n'a pas réussi, elle a été voir l'élite de l'industrie de la restauration. Elle a convaincu le numéro 2 de McDonald's dans le monde de devenir son advisor. Elle a obtenu l'aide de la plus grande agence média pour développer son concept gratuitement pendant 1 an. Elle est magnifique, ça aide. Elle a mobilisé autour d'elle, elle a fait un logo incroyable, elle a fait un concept incroyable, elle a tout préparé, elle a fait un plan financier, elle a fait des recettes, elle a fait des ingrédients. 2 ans plus tard, le restaurant n'est pas ouvert. Et il sera jamais ouvert. C'est simple, c'est pas compliqué. Et ce sera jamais un succès, ce sera jamais une franchise. Pendant ce temps-là, j'ai une amie qui a commencé le même jour. Le jour où elle a commencé, elle a pris son scooter, elle a fabriqué des plats, elle a été les vendre à ses potes. Et le lendemain, elle en a vendu encore plus. Et le lendemain, les potes ont demandé. Elle a dû embaucher 2 stagiaires, elle n'avait toujours pas de resto. Et elle livrait les gens à domicile. Quand elle livrait plus de 100 repas par semaine, elle a été voir la banque, elle a dit « j'en peux plus, j'ai besoin d'un lieu ». La banque a débloqué un prêt en 3 semaines pour qu'elle ouvre un lieu. Elle vient de faire une super levée de fonds et elle ouvre plusieurs restaurants en France. 2 ans. Il y a une qui n'existe pas, une qui existe. Et pourtant, je me souviens, parce que c'est toujours la même histoire, tout le monde a aidé la première. Tout le monde a aidé la première. D'ailleurs, vous pouvez aller manger chez Jawa. Quand les gens voyaient Stéphanie avec son truc à aller faire des courses chez les gens, tout le monde se foutait de sa gueule.
Et tout le monde soutenait l'autre dans ce putain d'incubateur. Et tout le monde était à fond en mode ouais, putain, elle a le numéro 2 de McDonald's avec elle. Ah, tu m'étonnes, il veut se la taper. Non mais, sans blague. T'es en train de me dire que ce type a accepté d'avoir un rendez-vous avec toi, je suis super surpris. Franchement, ces histoires d'equity contre. Sauf à être dans un truc hyper consumer où ta cible est allée massivement à la télé et qu'M6 s'accorde à te donner un GRP beaucoup plus fort que le GRP que tu pourrais te payer toi-même en levant du capital. Parce que c'est ça le problème. Les mecs te disent on t'offre l'équivalent d'1 million d'euros de pub. Bah ok, je lève 1 million d'euros et j'achète 1 million d'euros de pub. Ça vaut beaucoup mieux que d'obtenir 1 million d'euros de pub. Quand tu regardes les ratios qu'ils appliquent, ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Parce que le problème, c'est qu'en interne, ils ne peuvent pas dégrader leur rentabilité. Ils ne sont pas cons, les mecs. Donc ça crée un désalignement d'intérêt terrible. En plus, résultat, tu as l'équivalent d'1 million en equity, mais tu n'as pas le service comme si tu avais payé 1 million. Parce qu'ils passent leur temps à te dire ouais, on t'a rendu service, sans nous, tu serais rien. Alors que quand tu lèves 1 million et que tu viens acheter 1 million, le type à l'entrée, il te tire les pompes. Donc il faut faire vachement attention avec ces histoires-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très dangereux. D'ailleurs, moi, je connais personne qui a accepté ces trucs-là qui ne le regrette pas. Allez, à bientôt.